Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission numéro 31 de Comment rendre possible l'impossible de l'impossible possible. Ce soir, je vais vous présenter Baptiste, Lionel et Jérémy qui ce soir, en fait, ils vont se présenter, mais au-delà de présenter leur business, ils vont surtout présenter leur énergie, je dirais leur côté, leur humanité, qui ils sont derrière leurs activités. Ce que j'ai envie de faire à travers cette émission, c'est que tu te connectes à l'humain qui est derrière l'activité. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui font plein de choses, et surtout en général d'ailleurs les mêmes choses, sensiblement, comme on dit, où on transmet nos compétences, mais surtout, qui va te transmettre ça? Et avec quelle pédagogie, avec quelle, je dirais, sensibilité, c'est ça en fait que j'ai envie de transmettre. Au-delà de ça, tu vas pouvoir poser tes questions sur leur histoire, comment ils ont réussi à rendre justement l'impossible possible, ou l'impossible le possible possible, enfin bref, tu m'as compris, mais surtout comment ils en sont arrivés là, c'est l'objectif qu'il y a derrière. Je vais également te proposer de poser toutes tes questions. Alors même si c'est en live ou d'ailleurs si c'est pas en live, c'est pas grave, mets tes commentaires, ça fera toujours augmenter l'algorithme Facebook et partager un max pour justement aider un max de personnes à avoir cette belle énergie. Parce que l'objectif aussi c'est de faire découvrir un max de belles personnes sur Internet qui font des belles choses depuis aussi un certain temps. Voilà. Donc maintenant on va démarrer dans le vif du sujet rapidement. Donc je vais demander à chacun des intervenants de se présenter en 1 minute chrono sur ce qu'ils font et après on dira qui existe. Le temps de reprendre les copains, ça fait un petit moment là, on reprend la rentrée. Lionel, c'est parti, c'est toi qui te présente en premier. 1 minute chrono, go. Ok, c'est parti. Donc je m'appelle Lionel Moutombo, je démarre en 2017 et j'accompagne des personnes et des entrepreneurs qui veulent se transformer. Ma particularité, c'est que je vais plus vers le domaine du spirituel, de l'énergie, de l'énergétique, de la loi d'attraction et du quantique. Donc, c'est vraiment pour des personnes, c'est souvent des énergéticiens, des praticiens en énergétique, des chamans, tous les gens un petit peu qui se sentent déconnectés des méthodes marketing trop classiques, trop yang. Moi, je les accompagne justement en leur donnant de la structure. Parce qu'ils ont tendance à être dans l'intuition, donc je leur mets de la structure et des choses palpables, visibles, de la structuration, et je les aide à rendre leur business spirituel, à faire le lien, parce qu'ils ne voient pas forcément le lien entre je suis dans ma spiritualité, je suis dans mon énergétique, je fais mes trucs, je vais dans plein de choses différentes, et ok, chiffre d'affaires, indicateur de performance, c'est où tout ça, les services de ton entreprise, le recrutement. Donc, je les aide vraiment à revenir dans la matière, bien s'organiser et à utiliser leur énergie dans leurs vidéos, dans leurs posts, comment cette énergie, comment ça dégage, comment ils arrivent à attirer des clients avec leur énergie. Voilà, tout simplement. Donc, tu es un intervenant parfait pour cette émission au niveau d'énergie, Lionel, parce qu'effectivement, c'est ce que j'essaie de transmettre à travers tout ça. Yes. Baptiste, à toi de jouer. Alors, Baptiste, je tiens juste à préciser, c'est la 2e fois qu'il passe dans l'émission, donc c'est un habitué également. Donc, vous inquiétez pas, il connaît bien le sujet. C'est parti, Baptiste, ça peut te lancer. Go. Alors moi, je dirais que je suis plus un gamer de l'entrepreneuriat. Je suis là pour m'amuser, je suis là pour que le chiffre ce soit la conséquence, pas l'objectif. Et je suis là pour que les entrepreneurs que j'accompagne fassent pareil, en fait, qui viennent, ils me disent voilà, j'ai telle idée, je veux accompagner tel type de client. Comment je fais à le faire, à rentabiliser et à m'éclater en même temps. Et moi, si tu veux, c'est un petit peu ma zone de génie, c'est de dire voilà, on met du sens, on met du kiff, on met de la gamification, on s'amuse et on fait des gros chiffres et on garde du temps quand même pour faire des siestes, pour jouer un peu à la play, pour partir voyager, pour faire des trucs comme ça. J'ai senti Jérémy le mot sieste, ça t'a fait plaisir. Du coup voilà, moi c'est vraiment mon truc à moi, c'est on s'amuse en fait. L'entrepreneuriat c'est pour jouer, c'est pour expérimenter. Et je l'aborde vraiment avec cette énergie de l'enfant qui découvre des choses, qui teste des choses, qui se plante, qui se pète un peu la gueule de temps en temps et qui s'amuse. Merci Baptiste pour ta présentation. Et effectivement, le kiff, comme tu dis, c'est quelque chose qui touche pas mal de personnes. Surtout en ce moment, on a besoin de kiffer effectivement ce qu'on fait. Il n'y a même pas à réfléchir de ce côté-là. Je vais laisser Jérémy intervenir et se présenter, mais avant qu'il se présente, je vais quand même lui faire une spéciale dédicace. Jérémy m'a coaché et m'a transmis beaucoup de belles idées, de belles énergies. Je suis allé le rencontrer en Géorgie, effectivement, il y a 3 ans de cela maintenant. Et donc, effectivement, je l'apprécie beaucoup. Et je suis heureux, effectivement, aujourd'hui qu'il puisse passer dans l'émission. Donc, bienvenue à toi dans cette émission, Jérémy. À toi de jouer et de te présenter. Merci Vincent. Moi, si je devrais me décrire, c'est assez simple. J'ai une passion qui est plutôt une obsession, un focus obsessionnel sur le marketing depuis plus de 10 ans. Ça doit faire 15 ans que ça m'intéresse. Je m'intéresse à pourquoi il y a certains produits qui marchent, pourquoi il y a certains produits qui ne marchent pas, pourquoi il y a certains coachs qui percent, d'autres qui percent pas. Et j'ai travaillé pendant longtemps dans des grandes entreprises, dans le corporate, dans le milieu des agences. J'ai eu une agence, etc. Et à un moment, cette espèce de rapport hiérarchique là, avec tous ces corporates qui dépensaient l'argent de l'autre et que celui qui appliquait, c'était pas celui qui avait décidé, c'était pas celui qui achetait. Et ça me faisait chier, en fait, j'en ai marre de travailler avec ces gens-là.
Et je me suis rappelé que j'avais connu plus tôt dans ma carrière les blogueurs, les infopreneurs, les coachs, etc. Et je suis revenu avec cette structure du marketing vers ces gens-là et que j'accompagne en fait dans les premiers paliers surtout de leur business, dans les 0 à 100K sur un produit. Alors il y a des personnes beaucoup plus avancées qui viennent me dire tiens Jérémy, je voudrais lancer ce nouveau produit et faire 100K avec. Ok, je peux t'aider. Mais surtout, j'essaie de transmettre ma passion du contenu, du marketing, du copywriting, de la psychologie humaine, de comment marche Internet, de comment marche la vente, de tout ça, le business. Et j'essaie de transmettre ça à des gens qui ont eux une passion pour l'humain et qui n'ont pas encore réussi à connecter les deux ensemble. Merci Jérémy par rapport à tout ce que tu viens de dire. Et effectivement, l'humain, c'est des choses qui nous rassemblent ici, tous présents, tous les quatre. Et j'espère que toi qui regardes cette émission, c'est ce que tu viens chercher également, parce qu'ici, c'est pas le fric pour le fric. Le fric, c'est qu'un moyen, c'est pour atteindre ses désirs à l'intérieur, comment se réaliser, s'accomplir. Alors après, on dit comment on souhaite, mais globalement, ce n'est qu'un moyen, c'est le plus important. Et l'humain est très très important pour moi. D'où l'idée générale, en un mot, si je pouvais résumer les personnes qui passent dans mon émission, c'est la bienveillance. Je vais me présenter également de mon côté, sachant que je suis en transition à l'heure actuelle. Donc, je vais vous dire rapidement ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait 10 ans de MLM, de mes 20 ans à mes 30 ans. J'étais commercial, j'étais assureur. Et il y a 6 ans et demi cela, j'ai créé le concept de multibancarisation. Et je ne vais pas développer là-dedans. J'ai fait des gros chiffres. Mais globalement, ce que j'ai simplement voulu apporter dans le système des banques en ligne, c'est justement de l'humain et de l'entraide. Là où il n'y avait que du fric et du côté impersonnel. Et donc, ce que je voulais vraiment emmener, c'est de dire aux personnes, arrêtez de prendre les personnes pour des chiffres, mais allez voir des personnes que vous allez aider, et c'est pas des chiffres, apprenez à les connaître, faites des choses aussi plus sérieuses, c'est-à-dire faites plusieurs banques avec une seule personne qui vous permet de générer plus d'argent pour la personne et pour vous, mais surtout pas faire de la quantité, mais faire de la qualité avec très peu de personnes, et faire des choses intéressantes. Voilà globalement ce que j'ai souhaité, je dirais, créé dans ce monde de la multibancarisation. Aujourd'hui, je suis plus dans une transition où je vais effectivement pour coacher les hypersensibles et les personnes au potentiel. Donc, c'est ce qui m'intéresse le plus et ce qui me touche le plus par rapport au fait que, je dirais, je corresponds à ce type de personnes. Et justement, je me suis découvert grâce aussi à Jérémy qui m'a poussé au fait pour dire, oui, Vincent, c'est bon, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous remercie à tous les trois et toutes les personnes ici présentes, je dirais, par rapport à cette émission. Et donc, on va démarrer dans le sujet le plus croustillant, c'est comment rendre possible l'impossible, l'impossible possible. C'est-à-dire comment on a réussi à accéder à des choses où on se disait c'est pas possible, mais finalement, mais si on va le faire. Et c'est ça aussi qui est super intéressant. Et toi aussi qui regardes cette émission, aussi une chose très importante, te mets à porter un brainstorming, c'est-à-dire plusieurs cerveaux en face de toi qui peuvent t'aider aujourd'hui. N'hésite pas à poser des questions, mais n'hésite pas surtout à t'inspirer de ce qu'on a fait. Et on est tous pareils. On a tous des moments où c'est difficile, on dit que c'est pas possible, et finalement, en fait, on se pousse aux fesses en s'entourant des bonnes personnes, en regardant les personnes, en s'inspirant des bonnes personnes, et après, tout se débloque. Et ce soir, c'est l'opportunité d'inspirer des bonnes personnes ici présentes. Baptiste, à toi de démarrer, c'est parti. Alors, comment rendre l'impossible possible, pour moi, ça tient en un mot, c'est mettre du sens en fait. Si tu prends n'importe quel exploit, n'importe quelle grande chose qui a été faite dans ce monde, c'est un mec ou une femme qui s'est dit un jour, c'est important pour moi que j'y arrive et que je le montre, que ce soit pour montrer aux autres, que ce soit pour se développer, que ce soit pour apprendre quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui s'est dit, c'est important pour moi que je le fasse. Et il l'a fait. Et il s'est pas dit, je vais écouter le gars là qui dit que c'est impossible, je vais écouter la femme ici qui dit que c'est trop compliqué, etc. Je vais juste focus sur mon truc parce que c'est important pour moi et c'est trop important pour moi que je le fasse et donc je vais le faire. Donc il y a cette question de mettre du sens en fait dans ce qu'on fait. Et après moi après c'est un peu mon business aussi, c'est mettre du kiff dans ce sens-là. Ça veut dire que des fois on donne un sens qui est pas forcément le bon. Ça peut être prouver à quelqu'un qu'on est assez bon. Pour moi ça c'est pas un pourquoi qui est assez puissant. Par contre faire quelque chose parce que ça nous fait kiffer, là c'est un sens qui est assez profond et qui fait qu'on va avoir des résultats. Donc pour moi, ouais, en un mot, ce serait vraiment le sens. Je vais introduire plutôt comme ça. Mets du sens dans ce que tu fais et tout ce que tu sens, tout ce qui te semble impossible, ça devient possible en fait parce que c'est intéressant et c'est passionnant pour toi de le faire. Donc ça devient une suite logique en fait finalement. Et Robin, je vous laisse rebondir sur ce que vient de dire effectivement Baptiste. Lionel, Jérémy, le premier qui a envie de parler, allez-y, c'est parti. Non, vas-y, j'y vais si tu veux. Baptiste parlait de sens, ouais, je trouve ça très bien en fait, parce que ça fait maintenant des années qu'on a ce grand débat sur la mission de vie, sur la vision, sur toutes ces choses-là.
Et j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup adhéré à ça il y a quelques années, quand je trouvais ça fédérateur, quand je trouvais que c'était un moteur pour certains. Et en fait, j'étais confronté de plus en plus à des gens que ça paralysait. Genre, ah, moi j'ai pas de mission, il faut que je trouve ma mission de vie d'abord. Voilà, c'est moi, j'ai pas une grande vision. Non, est-ce qu'on pourrait pas aussi, et j'en suis arrivé là, tu vois, est-ce que la mission de vie de l'humain, c'est pas juste de s'amuser en tant qu'humain, et après il pourrait trouver un rôle de vie, peut-être c'est possible, et peut-être pas. Et à un moment, on peut pas tous, enfin on est 7 milliards, on peut pas tous avoir le rôle de sauver la planète. Hein. C'est-à-dire il y a un moment sur 7 milliards, il y en a qui servent à rien, hein, si ce n'est à vivre. Tu vois, ils ont pas de rôle particulier, ils sont juste là, qui kiffe, il faut kiffer. On peut pas être, c'est de même que pour ceux qui croient aux vies antérieures, on peut pas être 7 milliards à avoir été roi avant, hein, c'est pas possible, ça ne marche pas. Et en fait, on pourrait aussi ne pas avoir de mission de vie et pas avoir de grande vision, et avoir une petite vision et avoir envie de gagner de l'argent parce qu'on a envie de se faire des caprices, expérimenter du kiff. Et une fois qu'on l'aura expérimenté, on va aller chercher plus de sens parce que une fois que tu l'as et seulement si tu l'as, tu peux comprendre qu'il y a autre chose derrière. Mais il faut déjà l'atteindre pour s'en rendre compte parce que c'est pas quelque chose que tu peux apprendre des autres. Tu peux faire tes petits pas, tes petits chemins, t'as ton chemin à toi, ta vision à toi. Moi de toute façon, tous les 6 mois, je suis plus d'accord avec ce que j'ai dit 6 mois avant, que ce soit sur la vision, que ce soit sur la mission, que ce soit sur le business ou que ce soit sur l'humanité. Je rends possible impossible, essaye en fait. En fait, si tu veux, je pars du principe que rien n'est impossible, rien du tout. C'est juste qu'on sait pas encore comment le faire. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas impossible que j'en suis capable. Peut-être que je peux pas aussi. Et c'est pas grave quoi, peut-être que je peux pas. Mais je peux essayer en tout cas. Et je peux regarder, peut-être que sur le chemin finalement ça me plaira pas, peut-être que je vais y arriver, peut-être que ça me plaira, peut-être que ce sera plus long que je crois, enfin, il va se passer plein de choses. Mais au moins il faut faire un pas déjà. Lionel, je pense que tu as pas mal de choses à dire pour rebondir sur ce que vient de faire Jérémy. C'est parti. Ah là là là, vous commencez et c'est le bonheur. Tu as parlé du sens. Moi, je vais parler d'imagination. Ça me fait penser à ça. Donc, déjà, est-ce que tu peux l'imaginer? Et un truc que je remarque, c'est quand j'amuse à faire imaginer les gens, des fois, ils y voient rien. Je leur dis, OK, visualise, je sais pas, la somme que tu veux, il n'y a rien. C'est-à-dire que leur cerveau n'est même pas câblé pour rêver, pour mettre du sens. Comme s'il faut réveiller ça. Comme s'il faut réveiller la machine à mettre du sens, la machine à un rêve. Donc, ça serait déjà, à toi qui écoutes cette émission, est-ce que quand tu fermes les yeux et que tu imagines ton futur, il y a une image, il y a quelque chose, tu arrives à le dessiner, tu arrives à le voir déjà. Pour moi, ça partirait de là. Est-ce que déjà, tu arrives à t'y projeter? S'il n'y a rien, aïe, 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 aïe. Pose-toi des questions, cherche des images, cherche des photos, cherche des choses qui t'animent, construis ce sens. On peut aussi créer son sens. Mais en tout cas, c'est une très, très bonne idée. Et ensuite, pour moi, l'étape d'après, c'est dans l'émotion. Qu'est-ce que ton futur, ça te fait ressentir? Est-ce que c'est de la joie? Et du coup, c'est, je pense, un peu plus possible. Ou est-ce que c'est déjà, ah, je le sens pas. C'est trop. C'est impossible. Là, il y a du taf. Là, mais c'est bien, tu l'as identifié. C'est, félicitations. C'est vraiment ce que j'allais dire déjà. Merci Lionel pour ce que tu viens de dire. Moi je vais essayer de reprendre un petit peu ce que vous avez dit parce que je ne vous cache pas, après 30 émissions, il y a pas mal de choses qui ont été dites et puis moi j'aime bien reprendre un petit peu pour vous dire un petit peu comment je ressens ce que vous avez dit. Le sens effectivement, alors ce que j'aime bien quand tu as dit le sens Baptiste, avoir du sens, je dirais avoir du sens pour soi. Parce qu'en fait avoir du sens, un petit peu comme tu dis Jérémy, avoir du sens pour le monde entier, c'est bien beau mais voilà, on peut aussi avoir du sens pour soi. Avoir une grande vision, c'est quoi une grande vision? En fait, c'est juste avoir une vision pour le monde. Mais en fait, ça veut dire quoi quand on a une petite vision? Non, en fait, c'est une grande vision pour soi, mais une petite vision pour le monde. Et si peut-être, je dirais, on a une petite vision pour soi, on a une grande vision pour le monde, en fait, et vice-versa, c'est par rapport à qui qu'on donne ce sens? Est-ce que c'est par rapport au monde ou est-ce que c'est par rapport à soi? Et moi, ce que j'ai pu remarquer dans les moments difficiles où effectivement, comme tout le monde, j'ai eu des crashs et je me demandais si j'allais plonger ou si j'allais remonter, je suis allé chercher pourquoi ça avait du sens pour moi, pourquoi j'ai démarré. Et pourquoi j'arrêterais parce que justement, à cette époque-là, il y avait certaines personnes qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Et là, je me suis posé la question, mais Vincent, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes parce qu'il y a des personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues parce qu'elles sont venues juste là pour prendre du fric pour des frics? Ou toi, tu continues parce qu'il y a du sens, parce qu'il y a une passion pour toi, parce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu vas te laisser, je dirais, arrêter par rapport à tout ça? Est-ce que tu le fais pour les autres ou tu le fais pour toi parce que tu adores ce que tu fais? Je le fais pas pour te montrer, ou peut-être je le fais juste parce que j'adore ce que je fais. Donc ce sens-là, je pense que déjà c'est important d'avoir pour soi et de se retrouver dans ses valeurs.
Après, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup ce que tu dis au côté pragmatique, Jérémy, c'est essaye. Tu sais pas, tu testes, tu ajustes. C'est tout. Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'entrepreneur, c'est un aventurier, je dirais, des activités professionnelles. C'est Indiana Jones. Le mec, il tombe dans les araignées, il dit, merde, comment je fais? Bon, mais je sors de là, je vais dans les serpents. Mais comment je fais? Ben, en fait, l'idée, c'est que tu sors à chaque fois d'un endroit où c'est pas évident, tu vas dans un œuf, et c'est ça aussi le kiff. C'est parce que tu apprends, justement, à te débrouiller dans chacune des situations. Bon, au bout d'un moment où tu sais aller partout, il faut que tu t'ennuies, quoi. Il faut une grosse pièce où il y a plein de trucs partout. Bon, je termine avec l'imagination, ce que j'aime beaucoup, et ça, je l'utilise aussi avec la visualisation. C'est justement la stratégie, ce que tu as dit, Lionel, par rapport à ça. Moi, je me suis amusé un jour à compter les feuilles que j'avais chez moi, j'en avais 40. Moi, j'ai diminué un peu au bout d'un moment, j'ai fait 30, c'est déjà bien au mur, mais la visualisation est super importante pour un point que j'aime beaucoup, c'est que ça permet que même dans les moments où tu vas pas bien, tu les as oubliés, mais comme j'aime bien dire, mais elles t'oublient pas parce qu'elles sont juste là en face de toi au mur, elles te disent, tu vas pas t'échapper, reviens là, c'est ça que tu as dit, c'est là que tu voulais aller, et c'est là que tu vas aller. Et ça, c'est super important. C'est comme si c'était une protection autour de toi que tu mets en place avec cette visualisation. Et avec chaque détail, comme tu me disais justement à l'époque, Jérémy, chaque détail, chaque petit détail, tu dois aller dedans pour tout justement visualiser et te sentir bien à l'intérieur. Et c'est ça, dans les moments difficiles, qui m'a permis justement de pas tomber. Je pense que, je termine avec ça, je pense que le succès, c'est pas que tout explose quand tout va bien. Le succès, il arrive à ceux qui ont prévu les moments où ça allait pas pour pas cracher quand tout le monde crache. D'avoir un airbag en bas pour pas cracher comme tout le monde, j'irai crash, et que justement on arrête tout. Non, en fait l'idée c'est de pas s'arrêter. Donc de préparer ces moments difficiles. Je crois que j'en ai dit déjà pas mal. Alors maintenant, soit vous rebondissez sur ce que je voulais dire, soit donc effectivement, alors c'est Baptiste que tu as démarré, soit Lionel, soit Jérémy, vous repartez sur la question de base, comment rendre possible l'impossible. Moi, j'ai qu'une phrase à ajouter à ce que tu as dit, Vincent, et par rapport au moment de difficulté. C'est cette phrase de, je crois que c'est Warren Buffett ou Charlie Munger, c'est un des deux, et qui disait, il n'y a qu'à marée basse qu'on voit qui nager tout nu. Voilà. C'est des rois des punchlines, mais c'est vrai, en fait. C'est quand ça va moins bien, on voit qui faisait le fanfaron et qui bossait. C'est ça. Ouais, un sujet que je vais peut-être lancer un débat avec ça, mais c'est un mot qui est surutilisé et peut-être, je pense, mal utilisé, c'est le mot succès, parce que tu parlais de succès, Vincent. Moi, je fais super gaffe avec ce mot-là, parce que pour moi, il y a un gap énorme entre un mec qui a du succès et un mec qui a de la réussite. Et pour donner un exemple, tu prends un David Laroche, c'est un mec qui a énormément de succès, mais qui, à mon sens, ne réussit pas. Quand je vois ses vidéos, il a des cernes comme ça. Il a l'air d'être triste toute la journée. C'est peut-être moi, hein, peut-être je projette quelque chose, j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai l'impression que ce mec n'est pas heureux. Et je me dis, il a du succès, il fait des séminaires incroyables, des conférences de fou, il doit faire un chiffre d'affaires monstrueux, il rencontre les plus grands, etc. Il voyage et tout. Mais il a pas l'air heureux, en fait. Et je me dis, j'ai réussi par rapport à David Laroche, et en fait, c'est ultra déculpabilisant de se dire, pas que je suis meilleur que lui, mais que j'ai mieux réussi. Et en fait, c'est un truc que je veux dire vraiment aux personnes qui sont dans le live et qui nous regardent, c'est de faire attention à ce que c'est le succès, de faire attention à ce que c'est la réussite, parce que tu peux avoir énormément de succès, mais pas réussir, et tu peux réussir sans avoir de succès aussi. Donc c'est vraiment un truc pour déculpabiliser que je voulais avancer. Moi, j'aimerais rebondir sur cette notion de succès. Il y a un livre de Noah St. Jones que j'adore, et il explique pourquoi quand on va dans des grands séminaires, il y a genre, je sais pas, 80%, 99% des gens après, l'énergie s'en va. Et ils n'ont pas autant de réussite que, tu vois, le coach successful. Il explique que parfois, on a des programmes inconscients de succès ou de réussite qu'on ne sait pas forcément transmettre à nos coachés ou à nos étudiants. Et c'est vraiment intéressant de se focaliser dessus, sur qu'est-ce qu'il y a dans notre inconscient qui fait qu'on réussit automatiquement et comment on le partage aux personnes qu'on accompagne. Je fais ça des programmes inconscients qui fait que quel que soit le projet que tu fasses, ça marche. Quelle que soit la vidéo que tu fasses, ça marche parce que inconsciemment, tu es programmé pour réussir. Et quand on arrive à toucher du doigt ça et des outils pour aller t'installer un programme de succès, c'est le bonheur parce que c'est comme si tu n'avais rien à faire. Tu as ton inconscient, ton subconscient qui s'appelle comme tu veux, mais qui bosse pour toi et qui fait réussir. Parce que je pense qu'on est fort pour s'auto-saboter. Avec l'enfance et tout ce qu'on a fait, etc. On est super fort et ceux qui bossent, de toute façon, dans la libération des blocages, on le voit, on peut être bloqué pour tout et bon, voilà, j'ai envie de partager ça. Comment est-ce que vous gérez ça? Ces trucs inconscients, ces bugs, comment vous installez, vous, ces programmes de succès? Je suis vraiment très curieux de savoir
Moi, c'est par la répétition. Jérémy, avant que tu répondes juste, les personnes qui regardent cette émission, j'aimerais que vous aussi vous dites un petit peu ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant, cette histoire justement de réussite, cette histoire de succès. C'est quoi votre point de vue par rapport à tout ça? Ce serait assez intéressant d'avoir aussi. Jérémy, un peu de... Ouais, je disais, ouais, mais que ce soit pour les mécanismes inconscients, que ce soit pour accumuler, acquérir une compétence, ou pour devenir bon dans quelque chose dans lequel j'étais pas bon, ou pour améliorer quelque chose qui est moyen, ou pour rendre encore meilleur quelque chose qui est déjà bon, etc. Partout, en fait, la répétition. L'humain apprend merveilleusement comme ça. T'es nul pour faire ce truc, fais-le 10 000 fois en corrigeant un tout petit peu d'1% à chaque fois. Je pense que beaucoup de gens n'y arrivent pas, que ce soit état d'esprit, compétences techniques, réalité, business de chiffres, etc. Parce que on regarde les grands, on dit moi je veux être là demain. Non, en fait, juste. Et j'avais ces discussions ce matin avec un ami à moi qui est entrepreneur, qui est bien plus avancé que moi en termes de chiffres, de réussite, de résultats, de ce que tu veux. Et je disais, je vois beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui se lancent dans nos métiers, etc., et qui disent ouais, machin, tout est mindset. Si tu penses que tu peux pas y arriver, tu n'y arrives pas. Et en fait, c'est que du mindset. Ouais, ok. Alors, ouais, le mindset peut t'empêcher d'aller quelque part, mais il y a aussi juste matériellement, il y a un truc. C'est pas parce que j'ai le mindset et que je me dis que je peux me téléporter que je vais réussir. C'est juste après, il y a une réalité physique des choses. Il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui demandent d'acquérir des compétences. Il y a des choses, tu peux avoir tout l'argent du monde et le meilleur mindset du monde, bah, ça prendra par exemple 1 an, on sait rien. Et on veut sauter des étapes trop vite sous couvert de ouais, mais moi le mindset, l'abondance, machin. Oui, toute cette partie non tangible et énergétique est essentielle à la réussite. Oui, ça fait 80% de ta réussite, on l'a tous répété 1 million de fois, on le dit pour nous, on le dit pour les autres, on le dit pour nos clients, c'est vrai. Il n'empêche qu'il y a un moment juste, tu vas devoir faire X email, tu vas devoir faire ou pas X pub, tu vas devoir faire X vidéo, tu vas devoir faire X trucs, tu vas devoir t'améliorer, tu vas devoir demander des conseils, tu vas devoir vérifier, corriger, machin. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de la répétition, et t'en as certains qui, pour tout un tas de raisons que je connais ou que je connais pas, vont réussir à faire assez de répétitions en 3 mois pour avoir des résultats pas possibles. Puis il y en a, il en faudra 5 ans, et puis toute la palette entre les deux. J'ai vu des gens poutrer littéralement mes résultats financiers en 2 semaines, et j'en ai vu qui au bout de 2 ans n'avaient pas de résultats, et j'étais sûr à 200% qu'ils en auraient jamais, parce que vraiment je croyais pas qu'ils allaient y arriver à dépasser ce qu'il fallait. Puis un jour ils arrivent chez moi, ils disent oh, les amis, j'ai vendu. Quoi? Juste, si on prend assez de temps, si on prend une échelle de temps assez longue, et avec assez de répétition, assez d'abnégation, même si c'est tout petit pas par tout petit pas, tout le monde peut y arriver. Le problème, c'est qu'on fait des erreurs en voulant y arriver trop vite, ou alors qu'on ne tient pas le coup assez longtemps. J'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire, Samy. Le temps, je vais revenir après parce que je pense que c'est vraiment une notion extrêmement importante finalement pour beaucoup de personnes par rapport à tout ce qu'on fait de réussite sur cette terre d'ailleurs. J'ai envie de revenir sur ce point, l'état d'esprit, mais que tu disais, non, excusez-moi, je reviens un petit peu avant. Les programmes inconscients. Lionel, que tu disais quand on va dans les séminaires, 80% justement repartent et finalement on perd cette énergie. Et moi je pense qu'en fait, ceux qui arrivent à générer finalement de belles choses et qui font partie des 20%, plutôt des 5% qui vraiment vont tout exploser après les séminaires, je pense effectivement qu'il y a un état d'esprit, alors tu as raison Jérémy qu'il y a des choses à faire, mais je dirais qu'il y a aussi un état d'esprit global de la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de changer le charbon en or? Est-ce qu'on est capable de voir le positif dans chaque situation? Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec ça, mais qui correspond totalement à ça. J'ai une ancienne amie qui me disait je peux pas aller voir le thérapeute parce que c'est pas le meilleur, parce que j'en avais un qui était meilleur avant, celui que j'ai demandé, finalement il est pas dispo et je sais que c'est bon. Et à un moment donné, je lui dis mais moi je pense que tu peux pas trouver la solution. Et elle me dit mais si je veux. Je lui dis ouais mais ce que tu attends c'est d'avoir la meilleure personne en face de toi pour te donner la meilleure solution pour en faire le moins possible pour trouver une solution qui arrive sur un plateau doré comme ça. C'est faux. La solution elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Est-ce que tu vas aller voir, je dirais, le premier ou la première des personnes qui va certes pas être la plus belle des personnes, je dirais pas pédagogiquement, belle quand je dis c'est la meilleure des compétences pédagogiquement, mais est-ce que toi tu as envie d'en tirer quelque chose? C'est-à-dire que le moindre petite chose de quelqu'un qui va te dire quelque chose, tu peux en tirer la moindre petite partie, mais en faire quelque chose de très gros. Dans les séminaires, c'est la même chose. Est-ce que tu y vas pour en tirer quelque chose, je dirais le moindre petit détail, et te focus dessus en te disant c'est ça qu'il me faut, et là je vais garder le focus dessus pendant un certain temps et le retravailler, comme tu as dit justement Jérémy, et jusqu'à avoir des résultats? Ou est-ce que tu vas juste y aller pour avoir une énergie
comme un médicament en disant c'est bon, j'y suis allé, ça doit marcher tout seul. Bah non. En fait, c'est l'état d'esprit, c'est qu'est-ce que tu vas aller chercher dans le séminaire. Est-ce que c'est une méthode avec de l'énergie, mais une méthode en soi où l'énergie, je te dirais même que tu vas la choper, tu vas l'attraper à ce moment-là ponctuellement, mais tu vas également l'avoir en toi du pourquoi et le sens que ce qu'on a dit à la base. Et c'est ça, en fait, qui va changer toute la différence. Tu peux changer le charbon en or parce que tu as un sens, parce que tu as un pourquoi tu y as été. Et tu sais où tu y vas. Tu ne vas pas en tant que touriste en te disant peut-être que ça va me tomber dessus. Ça aussi qui fait toute la différence à mon sens. Je voulais revenir sur l'état d'esprit, la répétition, comme tu l'as dit, Jérémy. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur de l'erreur. Et ça, c'est justement l'erreur à ne pas faire. Moi, je peux juste te dire qu'à l'époque, j'avais 14 ans. À 14 ans, j'avais travaillé chez mes grands-parents, 10-11 heures par jour. Personne n'y est obligé. Mes grands-parents qui effectivement sont paysans. 10-11 heures par jour parce que je me dis dans ma tête, je veux travailler le plus tôt possible, 10-11 heures par jour avec mon corps pour, dans ma vie, après protéger mon corps et savoir que c'est difficile avec mon corps, mais pour protéger mon corps et travailler avec ma tête. Et en fait, l'idée, c'est que je voyais dans la difficulté et justement de faire un petit peu, alors je dirais pas que c'est une erreur, parce que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font un travail manuel, justement, maintenant que je le connais. Mais disons que je voulais aller rapidement dans les difficultés pour les comprendre, pour rapidement évoluer. Et ça a été la même chose quand j'ai commencé à être commercial à 20-21 ans. Je voulais faire toutes les erreurs sur le terrain le plus tôt possible pour être blindé de tout le savoir, de remonter de tous les trous le plus tôt possible pour être tranquille. Mais c'est ça l'idée, c'est que beaucoup de personnes fuient l'erreur, alors que l'erreur est nécessaire pour progresser et elle fait partie du chemin. Et en aucun cas, c'est un problème de faire une erreur à un moment donné parce que ça te permet justement d'évoluer. Si tu n'évolues pas, si tu n'as pas d'erreur, tu n'as pas de difficulté, pas d'obstacle, pas, je dirais, de progression. Et c'est là que c'est pas bon. Et là, maintenant, j'en arrive à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le temps. Est-ce que le temps, finalement, il est propre à chacun? Ça se trouve, une personne qui va faire en 2 semaines, elle sera heureuse, mais celle qui va faire en 5 ans, elle sera heureuse aussi. C'est le plus important, c'est le temps de le mettre, c'est-à-dire le temps d'arriver au résultat, ou c'est tout le temps que tu y vas, c'est-à-dire le chemin qui est important. Je vous laisse rebondir là-dessus, les copains. Allez-y. Cette notion de temps, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette notion de temps, justement? Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, allez-y un peu. Bah, si tu veux, moi, il y a un truc qui est, je prends la parole, hein. S'il y a un truc qui est important avec le temps, c'est déjà de prendre conscience qu'on n'en a pas énormément. Moi, j'ai acheté un outil qui est excellent, qui est sur ma porte, je vais essayer de te le montrer. Alors, je sais pas si vous voyez bien. C'est un memento mori, et en fait, tout ce qui est noir, c'est ce que j'ai déjà vécu, et ça, c'est ce qui me reste à vivre, en fait, en partant sur une base de 80 ans. Et en angoisse. Ouais, alors tous les lundis, du coup, je vire une semaine. Et quand tu vois ça, tu comprends que le temps, déjà, à un moment donné, ça s'arrête, et que ce qui est perdu, tu le rattrapes pas. Et cet outil-là, ce que ça m'a apporté directement, c'est des meilleures prises de décision. C'est plus de prises de risques, sans aller me foutre en danger et dire tiens, je vais essayer de le sans parachute pour voir si c'est cool à ce niveau-là. Mais je vais commencer à dire ok, je vais investir peut-être dans un plus gros coach. Je vais peut-être mettre bah voilà, exact. Comment fonctionne cette pièce? Je l'ai juste avec 2 autres, je les ai toujours dans le sac, dans la main, dans la poche. Et à chaque fois que je les sens, je les sors de la poche, je les regarde, je les lis et je me souviens. Voilà, c'est un peu le même principe en fait. C'est voilà, se rappeler que à un moment donné, tu vas traverser, tu vas te bouffer un bus et tu vas mourir. Je te souhaite pas de mourir comme ça, mais ça peut arriver. Ça peut arriver demain en fait. Et le fait d'avoir ça à l'esprit, ça permet que quand on prend des décisions, on prend des décisions un petit peu plus risquées, et c'est ces décisions-là qui soit te font faire une erreur, et comme tu dis, l'erreur c'est nécessaire, il faut en faire, soit ça te fait faire un miracle, et ça te fait avoir un résultat que tu n'aurais pas prévu parce que tu n'aurais pas pris cette décision si tu te disais pas demain je vais peut-être mourir. Donc pour moi le temps, c'est juste quelque chose qui est nécessaire, qu'on ait à la tête, qu'on se dise ok, à un moment donné ça s'arrête, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai là aujourd'hui? Voilà, pour moi le temps c'est un outil en fait, il faut l'utiliser. Lionel, je pense que tu as plein de choses à dire sur le temps. Justement. C'est chaud le temps. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, je pense beaucoup à la vie après la vie, à la mort. Je pense beaucoup à ces choses-là. J'étudie énormément. Je suis passionné, tu vois, des genres d'expériences, etc. Et ça me permet aussi de prendre de meilleures décisions, de me dire, ok, demain, ça peut s'arrêter. Qu'est-ce que je peux faire le mieux que je peux pour aider ma communauté? Qu'est-ce que je peux sortir? Qu'est-ce que je peux créer? Donc, ça me donne beaucoup d'inspiration. Et c'est clair que ça me permet de faire ce que j'appelle des sauts quantiques, sortir de certaines peurs, de me dire, oh non, ça, je vais quand même pas oser faire ça. J'ai quand même pas osé faire ça. Ben si, faut le faire, en fait. On n'a qu'une seule vie.
Et ça donne une espèce de force de se dire j'y vais. De toute façon, j'ai qu'une seule vie, j'y vais, et ça permet de surpasser, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas parler de certains sujets, qui n'osent pas se filmer, qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas augmenter leurs tarifs, qui ont peur du regard des autres, de ce qu'ont pensé leur famille, etc. Et penser à la mort, ça permet de prendre un raccourci, de dire j'y vais. Donc, de gagner vraiment de la force, de l'énergie. Et après, j'ai une conception du temps. Je ne sais pas si vous avez la même, mais je m'amuse à aller dans le passé et à discuter avec moi du passé, aller dans le futur, et visualiser cette version de moi, multimillionnaire. Et je dis, comment t'as fait? Donne-moi de l'info. C'était quoi? T'as fait comment ce nom de ce programme-là? Raconte-moi. Tu vois, j'essaie de m'amuser un peu toujours avec cette imagination. Et en fait, ça donne des idées, ça donne de l'inspiration, et ça permet, je pense, de se reprogrammer. Donc, j'utilise le temps aussi comme ça. Je m'amuse à me balader. Ça fait penser aussi aux objectifs. Je fais des tests avec le temps, avec cette notion d'urgence en marketing. Quand tu mets une date, ça met tout le monde sur la même échelle de temps. Je sais pas si tu dis, dans une semaine, je mets une émission. Tous les calendriers de tout le monde sont calés au même temps, et ça permet de se synchroniser. En fait, il se passe beaucoup de choses avec cette notion de temps quand on met des dates. Je m'amuse beaucoup à étudier ce qui se passe quand on met une date au niveau, quand après là, je vais partir dans mes délires si je continue, voilà ce que je pense. J'ai envie de vous dire une chose par rapport à ce qui vient d'être dit, et j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez, et également toujours mettez commentaires des copains pour justement partager avec nous par rapport à tout ça. Ce que je me suis souvent rendu compte dans la vie, c'est que quand tu mets un cadre, tu passes à l'action. Quand tu n'as plus de cadre, tu te perds et tu passes plus à l'action. Je vous donne un exemple tout bête, mais globalement, ça c'est un exemple qui peut être assez simple. Les personnes effectivement qui commencent, qui sont salariés et qui arrêtent d'être salariés et qu'ils arrivent, en fait, ils ont plein de temps et qu'ils veulent faire leurs propres activités. Et en fait, ils ont plus de cadre. C'est-à-dire quand ils étaient salariés, on leur disait tout ce qu'il fallait faire. Mais ils arrivent et ils ont plus de cadre au moment où justement ils commencent à travailler pour eux. Et là, à ce moment-là, en fait, ils voulaient tout faire avant, mais ils avaient peu de temps. Donc à ce moment-là, donc ils réfléchissaient à toutes les choses qu'ils voulaient faire. Mais ils n'étaient pas encore passés à l'action. Mais au moment où ils ont plein de temps, il n'y a plus de cadre justement pour les cadrer, et il n'y a plus d'action qui se font, parce qu'en fait, à la fois ils ont plein de temps, mais à la fois, en fait, ils savent plus quoi faire. Et ils sont perdus. Donc le manque de cadre emmène, je dirais, l'inaction. C'est, je dirais personnellement, ce que je me suis rendu compte et que j'ai vécu moi-même pour d'autres situations. Vous en pensez quoi? Perso, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est pas une question de cadre. Pour moi, je reviens avec ça, mais pour moi, c'est une question de sens. C'est-à-dire que moi, j'ai une organisation. En un mot, c'est une anarchie. J'ai juste une flèche avec écrit, voilà, tu fais ça aujourd'hui, ça dans une semaine, ça dans un mois et ça cette année. Je m'arrête à ça. Et en fait, moi, ce qui fait que le matin, je me lève et je fais quand même un truc qui a du sens et qui me fait avancer dans mon business et au niveau de mes résultats, chiffrés, etc. C'est une récompense derrière, c'est une carotte. Moi, je fonctionne à la carotte et pas au tableau avec telle date, il faut que tu aies fait ça. Par exemple, et c'est là que je trouve la stratégie un petit peu puissante. Un des cadeaux que je me suis fait ça fait quelques mois maintenant, quand j'ai commencé avec ce système-là, c'était la PlayStation 5. Je me suis dit, c'est un truc, je le veux. C'est signé, je le veux, il me le faut. Et je me suis dit, ok, pour ça, il faut que tu signes 5 coachings à 2500 €. Voilà, je suis parti de un petit truc. Et en fait, je m'en foutais de la date. Je me disais pas, il faut que j'ai fait ça dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Je me disais, moi, je veux juste ma play, en fait. Ça s'arrête là. Et donc, je me suis tellement défoncé. Les 5 coachings, je les ai signés en 2 semaines. J'ai eu ma play et j'étais content. Et en fait, je me dis que une date, elle fout une pression qu'une récompense ne fout pas, en fait. Je trouve qu'une date, pour moi, c'est plus une punition et une pression. Et une récompense, c'est plus quelque chose qui va mettre une excitation, une motivation et du kiff. Et, enfin, moi, je préfère fonctionner comme ça. Après, je sais pas comment, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avant que vous interveniez, excusez-moi, Jérémy, juste pour placer le sujet, c'est-à-dire que quand on dit un cadre, il peut avoir 2 référentiels de cadre. Il peut avoir, comme tu le dis, soit une date, soit, je dirais, une récompense. Ouais. Un cadre, pour moi, c'est juste des éléments qui vont border un petit peu notre état d'esprit. C'est ça l'idée. Ça va pas que ça. Jérémy, vas-y. Moi, je suis un peu particulier avec ça. En fait, je
le business, je le vois comme un jeu, comme un chemin, comme plein de choses, etc. Mais je crois que je me récompense pas tellement en perso d'une réussite business, tu vois. C'est genre, je fais une play, je m'achète une play, en fait. Si je peux me la payer, si je peux me la payer, je vais me dire comment je peux faire pour me la payer, tu vois. Je sais pas, peut-être que c'est aussi moi qui ai une façon juste différente, ou peut-être que la mienne n'est pas bonne et que je pourrais peut-être optimiser en faisant mieux, j'en sais rien. Mais j'ai jamais trop fonctionné à célébrer les réussites. Et je me suis rendu compte là maintenant que ça fait un moment déjà, tu vois, que même quand j'ai des belles réussites, des beaux paliers de business et tout, je les célèbre pas, je suis content en fait très rapidement, en fait juste que l'objectif est éclipsé par le suivant, quoi. C'est ah cool, c'est fait. Peut-être t'es content une minute, puis ok bon maintenant on fait quoi. Et c'est en fait c'est là que tu te rends compte, et je sais plus qui a dit cette phrase, c'était dans une interview que Neil Strauss quand il bossait chez Rolling Stone Magazine, je sais plus quel chanteur a dit ça, qui fait, tu sais, en haut de la montagne du succès, il n'y a que toi et tous les efforts que tu as fait pour en arriver là. Et je ressens ça moi face aux objectifs, et c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de récompense, et j'arrive en haut, et en fait c'est là que tu te rends compte en fait le but était le chemin, c'était pas tellement l'objectif, tu vois. Et je me récompense pas en fait quand je veux un truc, je me l'offre, je me fais plaisir, et alors moi j'ai encore des petits problèmes, c'est-à-dire que je vais pour moi me pas faire de très gros cadeaux, je m'en fous un peu. Par contre aux gens que j'aime, je vais les rincer de cadeaux pas possible. La réussite business me permet d'avoir plus d'impact, plus d'influence, plus d'argent, plus plein de choses, qui me permet de donner plus aux gens que j'aime, et c'est ça mon driver. Donc tu me dis si tu signes X coaching, t'as une Rolex, je t'emmerde, je m'achète ma Rolex si je veux, je fais ce que je veux. Par contre, tu me dis, si tu signes X clients, tu peux payer une maison en machin. Ok, d'accord, ok, on commence quand? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un autre driver vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la récompense. Ok. Moi perso, un truc que je trouve cool, c'est dans les récompenses matérielles, je reprends l'exemple de la Rolex, c'est que c'est pas une Rolex que t'achètes, c'est un rappel quotidien que tu as accompli cet objectif-là, et je trouve que c'est ultra puissant de se dire, bon moi c'est pas une Rolex, hein, c'est pas le même prix, mais je me dis voilà, cette montre-là c'est parce que j'ai signé tel truc. Ah je m'en rappelle, j'étais à ce niveau-là, j'étais tout pourri à ce moment-là, aujourd'hui je fais 10 fois, 50 fois, 100 fois ce que je faisais il y a un an, et ça me le rappelle en fait. Et moi c'est dans ce sens-là en fait que je prends les récompenses. Après je comprends aussi carrément ton driver de dire, je fais plaisir à ceux que j'aime, c'est la première chose que je fais moi aussi, c'est payer un bon resto à sa copine, partir en voyage. J'ai pas encore le truc pour acheter une baraque à ma famille, mais ça fait partie des objectifs. Mais voilà, je comprends carrément ton driver aussi, ouais. Lionel, c'est ton moment, toi. Yes. Mais c'est marrant, moi j'ai pas forcément ce genre de driver. Donc moi, c'est ça qui est top dans cette émission, vous êtes tous différents. Moi, je sais pas, moi j'avance et je suis plus... En fait, en mars 2020, je sais pas, l'univers a tout pété mes plans. tout pété. Moi, j'étais bien. J'allais aller en Asie, j'allais aller aux États-Unis, j'avais tout prévu. Donc, depuis mars 2020, je suis là, comment je fais pour transformer ce monde? Tu vois, moi, je suis parti loin. Je suis là, comment je fais pour transformer cette planète? Comment on fait? C'est quoi les plans depuis mars 2020? Et moi, c'est ça mon driver. Il fallait pas arrêter le tour du monde. Moi, c'est ça que là, je me dis, et quand t'as un driver comme ça me dépasse, tu vois. Ça me dépasse. C'est des projets sur 1000 ans, c'est des trucs, ce genre de trucs. Donc là, tu vois, j'étais par exemple sur le Human Design, et enfin, sur le titre, il y a marqué Expert Human Design, je suis déjà passé à autre chose. Je suis déjà passé à une autre version de moi-même, je suis déjà passé à un autre truc, je suis déjà allé... Et voilà, c'est ça qui me reste, c'est de me dire, comment on change ça? Vas-y. Comment on revoyage? Comment on est libre? Comment on arrête de se mettre des trucs dans le nez, des trucs dans... Voilà. J'ai envie de revenir sur ce que vous disiez, Baptiste et Jérémy, par rapport à ça. Moi, j'ai eu un petit peu les deux ressentis. J'ai fait, comme tu disais, Baptiste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, c'était une voiture que je voulais m'acheter il fut une époque, parce qu'en plus, j'avais un côté nostalgique par rapport à cet achat. Pour vous la faire courte, bon, je cache rien et je suis transparent, et puis en même temps, c'est ce qui est important, je pense, pour que chacun apprenne à se connaître et à travailler avec chaque personne, c'est d'être transparent. Moi, j'ai mes parents qui sont séparés quand j'avais 10 ans. En fait, avant, mon père avait acheté une 405 SRD Turbo, je me rappelle, une grise.
et juste avant qu'ils se séparent en fait. Et en fait, je me suis toujours dit dans ma tête, j'aurais une Peugeot, c'est à l'époque moi c'était plutôt Opel, mais Peugeot c'est un peu le bazar, surtout quand t'es en Polynésie, ils aiment pas ça. Pour faire réparer c'est le bazar. Mais bon, je me suis toujours dit j'aurais une Peugeot, et je me suis dit voilà, et après je me suis dit tiens, vous avez bien la 406, la rouge là, parce qu'elle avait bien la forme là de la Ferrari, elle était belle et tout, mais bon après c'était dépassé, puis je me suis dit bah la 407. Et en fait, c'était il y a quelques années de ça, j'ai dit, ben, je la veux, et c'est vraiment quelque chose qui me touchait, mais émotionnellement, au niveau de ma nostalgie, pour me rappeler un petit peu, pour clôturer un petit peu cette époque d'ailleurs de ma vie, en me disant, bah ouais, je la veux, ça va faire du bien de m'acheter cette voiture. Et je me suis fait, ce que tu disais justement, Baptiste, un petit peu ce côté trophée, de me dire, voilà, je me challenge, et d'ailleurs, combien il me faut, à l'époque, moi, c'était de parrainage pour justement atteindre cette voiture. Alors, je faisais des lives en disant, ouais, j'en suis à tant de parrainage, là, tac, tac, et en plus, je m'étais fait un live en direct où j'avais lancé le challenge, j'avais dit, je vais le faire en 6 mois, mais pendant le live, j'ai dit, mais non, je vais le faire en 3 mois, c'était assez marrant, je m'étais challengé, et puis j'avais fait ça. Et ce qui était super intéressant, c'est que finalement, quand j'ai obtenu effectivement cette voiture, en fait, il y a toute une histoire derrière. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens aussi, qui n'a pas géré de prix. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que l'une des choses qui sont très importantes, c'est de mettre de la conscience dans chaque, finalement, moment que tu vis. Et un objet peut être, je dirais, un identificateur, d'ailleurs, de moments présents où tu as conscientisé. Je reviens là-dessus, mais c'est pour revenir, bon là on part loin, mais j'habitais chez une ancienne petite amie qui me disait fais gaffe à ça parce que ça vient de tel pays, ça. Et un jour je lui dis mais dis-moi quelle est l'histoire de cet objet pour que je donne autant de conscience que toi parce que tu l'as vécu, pour que je comprenne. C'est-à-dire de mettre de la conscience dans chaque chose qu'on obtient. Et je pense que ça c'est important de conscientiser, de mettre de la valeur, de remplir, je dirais, d'humanité, d'énergie, les choses qui sont autour de nous, que ce soit des objets, ou que ce soit, je sais pas moi, mais l'objet, en même temps, tu peux y donner de l'émotion. Donc j'aime beaucoup cette idée que tu disais, Baptiste, par rapport à ça, et que je le fais. Et j'aime beaucoup aussi, comme tu le dis, Jérémy, de laisser tranquille. C'est-à-dire de pas se mettre une pression en disant, si j'ai envie, je me fais plaisir. Et là, par exemple, j'ai décidé, je me casse, là, c'était il y a 2 jours, on a dit, on se barre à la montagne, mais je me suis barré, on a pris les affaires, et puis voilà, quoi. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir un petit peu les deux. Je pense qu'il y a aussi une question de moment dans notre progression où on en est, où des fois on a besoin de se challenger et de se mettre également un trophée. Et il y a des moments où on se dit, mais les trophées, c'est plus ça qui me drive aussi, c'est aussi d'avoir la possibilité de se faire plaisir si on le souhaite. Et Lionel, toi, ce que tu dis, ça va encore plus loin parce que c'est carrément la vision, comme dit Idriss Eberkan, quand ta vision, quand tu es à la, comment on appelle ça, quand tu es à la, mince, je sais plus si c'est toi qui es dans ta vision ou ta vision qui est à l'intérieur de toi. Et il faut toujours que tu sois drivé par ta vision. Mais, comme on l'a dit encore tout à l'heure, Jérémy disait, on n'a pas besoin d'avoir une grande vision pour le monde aussi pour être content sur cette planète. Il suffit d'avoir sa grande vision pour soi. Et ça aussi, c'est OK. Donc voilà, on a été loin, je sais plus où on en est, mais à vous de jouer. Si je peux balancer une hypothèse un petit peu en mode spiritualité, ça parlera peut-être à Lionel. C'est que du coup, Lionel, tu disais tout à l'heure que tu t'amusais à connecter avec ton toi du passé et ton toi du futur. Et en fait, en y pensant, en fait, parce que je vous écoutais parler, je me rends compte que les récompenses matérielles, en fait, c'est une façon de se réconcilier avec son enfant intérieur. C'est-à-dire que toi, Vincent, c'était la voiture, tu as eu une histoire avec cette voiture, et peut-être que ça t'a permis de te réconcilier, entre guillemets, avec peut-être une blessure que tu as eue quand tu étais plus jeune. Moi, la Play, je t'ai donné cet exemple-là inconsciemment, mais parce que j'ai une blessure avec ça, c'est que blessure, c'est un grand mot, mais quand j'étais petit, jouer aux jeux vidéo, c'était la hantise de mes parents, il fallait absolument pas parce que ça rend con, ça rend débile, ça rend violent, ça rend machin. Et je me rends compte que une récompense matérielle, en fait, c'est un moyen un moyen parmi d'autres, hein, de reconnecter en fait avec le soi du passé, se réconcilier avec son enfant intérieur et de dire à son enfant intérieur, je t'aime en fait, tout va bien, tout est ok, et regarde, je prends encore soin de toi. Je t'ai pas oublié. Je sais pas, Lionel, toi, ce que t'en penses, je voulais avoir ton avis au niveau plus spirituel par rapport à ça. Par rapport à la guérison des blessures émotionnelles de l'enfance. Ouais. Pour moi, j'ai commencé par ça, en fait. C'est vraiment les premiers thèmes que j'ai attaqués en 2017, 2018, 2019. Et au début, ça n'a pas forcément marché, donc je suis allé me balader en marketing et les entrepreneurs, ils me parlaient de leur enfance. Je disais, mais attends, on bosse en stratégie marketing. Et une semaine après, tu reviens, ils n'ont pas fait les exercices.
Tu vois, une semaine après, ils n'ont toujours pas fait. On était là. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu cherches, tu creuses, il y a une blessure. Il y a un truc là émotionnel à faire péter. C'est souvent, c'est clair, dans l'enfance. Pour moi, ça explique, je pense, 80% des blocages. À un moment, se sentir abandonné, trahi, humilié, rejeté. Et on le revit dans le business, on le revit dans le couple, on le revit dans le rapport à l'argent. Et tant qu'on n'est pas sorti de ces boucles, une espèce de cercle vicieux. Et l'argent te rejette, ça s'en va. T'as de l'argent, ça part. Des poches trouées. Aïe, 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 aïe. Et donc, ouais, c'est clair, un passage par, en tout cas, les libérations de ces fameuses blessures du passé, prendre son enfant intérieur et le rassurer, lui dire, faire le mignon, ça va bien se passer. T'as le droit, même si papa, maman ne voulait pas. Tu sais, souvent, il y a des paliers inconscients. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais il y a le palier des salaires des deux parents. Il y a les paliers, généralement, le SMIC, pour ceux qui ont vécu ça. Il y a les 10K, il y a plein de paliers comme ça qui sont ciblés aux parents. Et moi, une vidéo que j'ai souvent en tête, c'est un père de famille, tu sais, il est avec sa fille devant un miroir, il fait répéter des affirmations positives. C'est pas cette vidéo, moi ça met des frissons quand j'ai rien, je me dis, celle-là, aïe aïe aïe, je vais pas l'avoir en face de moi, je vais avoir un mindset, mais c'est clair qu'il y a tout ça, vous imaginez, hein, on est petit, le cerveau, il a même pas à modeler de 0 à 6 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont mis à l'intérieur, la société, tout ça, il faut aller donc, ça me parle, c'est clair, pour moi, c'est un passage obligé. Jérémy, tu voulais rajouter quelque chose? On va rajouter, juste pour enfoncer le clou, je n'ai pas forcément de choses à rajouter. Lionel a dit les choses très justement. Tout se passe entre 0 et 6 ans. On accumule des logiciels qui sont nécessaires entre 0 et 6 ans, parce que dans un cadre familial, on a besoin de se plier au cadre familial et au mindset familial à plein de choses. Et on a besoin d'être fonctionnel en société. On accepte des choses, on absorbe des choses, etc. Et à un moment de notre vie, on se rend compte que ces choses qui ont été là pour nous sauver nous desservent. Et il faut ou il faut pas, c'est même pas à moi de le dire, les enlever. Mais en tout cas, l'entreprise est un moteur de développement spirituel, je pense, et un sacré véhicule pour ça. L'argent encore plus, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent en disant moi je suis spirituel donc j'ai pas besoin d'argent. Non, t'as peur d'en gagner, c'est tout. Est-ce qu'il faut résoudre toutes les blessures d'enfance? Il faut au moins les conscientiser et ensuite tu choisiras ce que tu veux résoudre, ce que tu veux revivre, ce que tu veux traverser. Déjà avoir conscience d'où ça vient. C'est je n'arrive pas à faire ça parce que je ressens ça, parce qu'on m'a répété ça quand j'étais gamin, ou parce que j'ai assisté à cette scène que j'ai interprétée de telle façon. Juste déjà conscientiser avec un regard d'adulte, rassurer le petit toi de l'époque, lui dire ok toi t'as compris ça mais t'inquiète regarde, c'est comme ça que ça s'est vraiment passé au niveau des faits de façon froide et brutale. Et ensuite ça vient débloquer des choses ou pas. Et je suis pas partisan des fois d'aller trop loin dans l'inconscient, chercher des trucs trop profonds et tout. Je pense que le cerveau est bien foutu. Si à un moment il veut oublier des trucs, il faut lui foutre la paix. Si ça te dessert dans le présent fortement, bien sûr il faut aller les chercher. Mais des fois creuser c'est pire que de pas creuser. De toute façon tout vient de là. Tout vient de là en fait. Tout ce qu'on vit au quotidien n'est qu'une répétition de logiciels qu'on s'est mis dans le crâne et encore 0 et 6 ans, 0 et 3 ans je dirais. C'est intéressant, il y a moins d'une semaine de ça, je disais à une personne en face de moi que on était, qu'on n'était pas maître de grand chose. Alors là, je pense que je vais relever plein de débats encore avant la fin là, mais on n'était pas maître de grand chose et que finalement on était influencé par une multitude de programmes, comme on pourrait dire, autour de nous, que ce soit la société, que ce soit, je sais pas moi, dans quel état, quel pays, quelles relations, quels amis, quelle famille. Mais en fait, l'ensemble de tous les programmes autour de nous va globalement nous formater à 90-95%. Et on a envie de dire qu'on a le choix, mais la vérité c'est que tout est quasiment pré-choisi. On serait né 1000 ans avant, je pense qu'il y aurait beaucoup de logiciels qui seraient totalement différents qu'aujourd'hui l'état d'esprit qu'on a, ne serait-ce que ça. Vous en pensez quoi? Spinoza est d'accord avec toi. Alors pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas forcément Spinoza, je sais pas comment il faut le décrire, philosophe, psychologue, machin, ce qu'on veut. Spinoza parlait du déterminisme. Je suis face à 3 portes, j'ai du feu derrière moi, il faut que j'en ouvre 2 en face de moi, mais en fait je le sais pas encore, mais de toute façon il y en a 2 qui sont fermées. Donc en fait je crois que je fais un choix, mais de toute façon il n'y en avait qu'une qui s'ouvrait. Et donc en fait de toute façon quoi que j'essaye, quoi que je fasse, j'étais déterminé à ouvrir cette porte-là, la seule qui s'ouvre. Alors c'est une métaphore pour la vie, mais
Est-ce qu'on fait vraiment des choix ou est-ce qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on est prédéterminé? Après, il y a une notion de destin. Je sais plus si c'est le grec ou le latin, il disait amor fati. Il y a sur une pièce aussi, ça. Donc la foi est inébranlable dans le destin. Et grec, c'est le kéros, saisir instant. Il y a tout un tas de concepts comme ça qui se mélangent. Je suis pas sûr qu'on fasse des choix. Je pense qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent au niveau de notre inconscient. Lionel Baptiste? Moi, j'ai lu dans c'est Yuval Noah Harari dans Homo Deus où il parle du coup de l'homme Dieu, que effectivement, comme disait Jérémy, l'être humain il fait zéro choix en fait. Tout est déjà prédéterminé par de la biochimie, tout ce qui se passe dans notre tête, les neurones, les machins et tout. Et on fait pas de choix. Et le fait que un exemple tout bête qui vient de se passer à l'instant, Lionel il a bu au verre d'eau. 2 secondes après, Jérémy et moi on s'est mis à boire. Un truc de tu vois. Je l'ai vu aussi, c'était magnifique. Le mimétisme à son paroxysme, quoi. Et voilà, la preuve par l'exemple que en fait on prend aucune décision. Je peux croire que j'ai choisi de boire de l'eau, mais non, Lionel a bu de l'eau parce qu'il avait soif et c'est son corps qui lui a fait prendre la décision. Jérémy l'a fait, je l'ai fait en même temps, et personne n'a pris de décision au final. C'est la chimie. Moi je l'ai pas vu boire. J'étais dans ma tête à ce moment-là. Moi aussi. C'est mon œil et mon inconscient qui a vu qu'il était en train de boire et qui du coup a dit c'est à moi aussi. c'est voilà, j'ai pas de meilleur exemple que ça en fait. C'est que ouais, on prend pas de décision, on kiffe à la limite les décisions, les conséquences des décisions qu'on va prendre, mais c'est pas nous qui les prenons, c'est quelque chose à l'intérieur de nous. Ça peut être l'âme, ça peut être les neurones, ça peut être ce que tu veux. Il y a 3000 explications possibles, mais ouais, on n'est pas, j'ai envie de dire, on n'est pas maître de nous-mêmes à 100% quoi. Ça amène un concept important, la post-rationalisation aussi. C'est de toute façon quand on prend une décision, on la prend au niveau émotionnel, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc c'est pareil, il y a même ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Hein. C'est purement émotionnel et inconscient une décision qu'on prend. Mais le cerveau humain est très fort pour post-rationaliser les décisions qu'il a prises. Non mais attends, si c'est pas du tout une décision complètement émotionnelle. C'est en fait je t'explique pourquoi j'ai décidé ça. Non. T'as d'abord décidé émotionnellement et ensuite t'as trouvé un truc pour valider ta décision. On fait tout ça. Moi, je vous ai vu. En fait, j'ai bu mon verre et je vous ai vu boire. Avant que vous ayez, je me suis dit, tiens, ils n'ont pas de trucs à boire. Et là, je vous ai vu. Moi, j'étais dans ce... Et moi, la tradition que j'adore, c'est la tradition égyptienne. Là, je suis à fond dedans depuis mars. Et ils ont une vision complètement, vraiment fascinante de la vie, de ce qui se passe. Et pour eux, on est vécu. C'est chaud à comprendre. Je suis toujours en train d'intégrer, on est vécu. C'est-à-dire, ça c'est le passé, les décisions les mémoires, les programmes inconscients qui choisissent, notre inconscient qui choisissent. Comme tu disais, Jérémy, voilà, t'étais dans tes pensées, ton œil inconscient a vu. Eux, ils vont même plus loin, ils expliquent même, voilà, les autres choses qu'il y a, je sais pas si on peut en parler ici, mais tout ce qui est, voilà, spirituel, des forces, et eux, ils avaient cette vision-là qui est vraiment intéressante. Et j'adore utiliser ça aussi dans le business, ce côté. Ok, j'ai un business physique, il y a un site, il y a une adresse, il y a des logos, il y a du branding. Mais la contrepartie énergétique du business, c'est quoi? J'ai créé mon business, j'ai mis un nom, j'ai créé un nom de domaine, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Et là, c'est fascinant, moi je me régale, c'est le bonheur. C'est de l'énergie. Le marketing, c'est de l'énergie. C'est je viens avec chose qui est en moi et je mets de l'énergie dehors, vers les autres. Et les autres, s'ils veulent, ils la prennent, ils la prennent pas, elle circule, il y a un cercle. Et une fois qu'ils l'ont pris, qu'ils l'ont utilisé, etc., ils la renvoient en fait. Et tu as tout ce surplus énergétique de ce cycle, c'est de l'argent. C'est ce qui reste à la fin. C'est tout. Bien sûr que c'est de l'énergie. Bien sûr que on fait rien. De toute façon, tu peux, par essence, on peut rien faire qui ne soit pas énergétique. C'est tout ce qu'on est. Si ça se trouve, on n'existe pas. Tu vois. Ça se trouve, c'est mon œil qui vous voit et qui nous voit physiquement. On a une série d'atomes qui sont même pas tangibles. Il y a tellement d'interprétations possibles quand on parle là-dedans. Pourquoi est-ce que... Parce qu'en fait, de toute façon, notre œil, il voit un reflet. Donc, de toute façon, il voit pas la réalité. Il voit une interprétation à travers un nerf optique dans le cerveau. On peut pas dire que quelque chose n'est pas énergie presque, en fait. Ça va au-delà. Après, on peut partir dans des délires, on va se retrouver dans Matrix, en fait, rien n'est vrai. Tu vois, c'est Elon Musk qui dit qu'on est dans une simulation. Je sais pas. Mais en tout cas, si on y est... Oh, laissez-moi dedans. Je suis bien ici, me sortez pas, ça a l'air pourri de l'autre côté. Je suis très bien, moi, là.
J'aimerais revenir sur un point et après on va arriver à la fin, j'ai envie de revenir sur ce point que j'avais un peu de mal à comprendre d'ailleurs avant que tu me coaches, Jérémy, par rapport à cela. C'est que j'avais l'impression que pour réussir, attention, le mot qu'on a dit tout à l'heure, hein, le succès et la réussite, mais pour réussir, j'avais besoin, je dirais, d'avoir une méthode à moi. Et en fait, j'avais fait une erreur, à mon sens, complètement. En fait, alors là, je vais le dire en anglais, je me bullshitais. Parce qu'en fait, il y a des méthodes de communication qui existent depuis des milliers d'années. On a juste envie à chaque fois peut-être pourquoi on a envie d'être Dieu, d'être toujours au-delà de ce qui existe déjà, alors qu'il suffit de reprendre ce qu'il y a déjà et qui existe et qui ont été, je dirais, réfléchis par je sais pas combien de personnes dans ce monde et qui ont réfléchi à cela pendant des centaines et des centaines, je dirais, d'heures, d'années, de jours, enfin tout ce qu'on veut. Et que finalement, il suffit d'y ajouter par contre son énergie par-dessus cette méthode. C'est-à-dire d'utiliser une méthode qui fonctionne, mais d'y ajouter son énergie. Alors que nous, c'est comme si on voulait créer une nouvelle méthode. Mais non, le but, c'est pas de créer une nouvelle méthode. Le but, c'est surtout d'utiliser quelque chose qui fonctionne et d'accepter notre similitude par rapport à notre collection commune et comment on communique ensemble. Et d'y ajouter une énergie qui nous correspond et qui va justement, peut-être, quand je fais ça, avoir une tonalité différente et qu'on va matcher avec les personnes par rapport à notre énergie. Donc finalement, arrêtons d'essayer de faire sa propre méthode. Allons voir des personnes qui ont déjà appliqué la méthode et qui la connaissent. Et appliquons plutôt, je dirais, notre énergie à cela en plus. Et là, on ira beaucoup plus loin. Et ça, tu me l'as fait comprendre, Jérémy. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à tous mes élèves, effectivement, dans les banques en ligne. Arrêtez d'essayer de chercher, de réinventer la roue. La roue, elle fonctionne. Il suffit simplement d'y ajouter son énergie. Et on y a droit à ajouter son énergie parce qu'effectivement, on est tous uniques avec notre énergie. Mais justement, acceptons notre énergie tout en utilisant quelque chose qui fonctionne pour tout le monde et sur lequel on est similaire. Cette communication, on doit communiquer ensemble. On a un moyen de communication qui est similaire. Acceptons la similarité, acceptons notre différence, faisons une complémentarité de ces deux, et là, on explose. C'est comme ça que j'ai toujours ressenti. Il est 19h57, les copains, j'ai envie de terminer sur deux choses qui sont importantes. Déjà, alors, si vous regardez cette émission encore avec nous, j'aimerais que vous me dites quelle est la pépite que vous avez appréciée le plus dans cette émission. Quel est le truc avec lequel tu vas repartir et qui t'a le plus parlé et qui te dit, ah, ça m'a fait du bien. S'il te plaît, partage-le en commentaire, on va le mettre en dessous, ça fait du bien, c'est de bonne énergie, on est tous ensemble. Si on veut réussir, c'est ensemble. C'est pas tout seul, c'est ensemble. Donc, faut partager ensemble, ça c'est très important. Et également, je vais demander à chacun des intervenants de dire deux choses. La première, c'est un mot sur ce qu'ils ont ressenti pendant cette émission. Ce soir, c'était quand même assez profond et à la fois pragmatique, c'est ce que j'apprécie en chacun de nous. Et également de donner un conseil avec lequel les personnes pourront repartir par rapport à cela, comment rendre possible l'impossible. Jérémy, c'est toi qui démarre cette fois-ci. Okay. Donc, effectivement, un mot et donc un coup de pouce pour les copains. Un mot, bon moment. Je suis chier, je vais dire deux mots, mais moi j'ai passé un bon moment. C'était une discussion qui était agréable, j'ai bien aimé les échanges. C'est des sujets de discussion que j'ai pas toujours l'occasion d'avoir et que j'aime beaucoup pourtant. Mais c'est juste pas mon métier d'avoir ces discussions-là, donc quand on me donne l'opportunité de le faire avec des gens intéressants, c'est cool. J'aime vraiment bien. Un conseil, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? J'essaie de plus donner de conseils généraux de vie aux gens parce que les miens ne sont pas les leurs. Mais peut-être juste pas se décourager, pas lâcher, continuer un jour de plus, tu vois, c'est l'extra mile, tu vois. C'est tu veux t'améliorer en email, fais-en un tout petit peu tous les jours, tu veux être meilleur en vente, essaye de vendre un peu tous les jours, c'est de regarder les meilleurs, modélise. Et en fait, c'est se dire c'est Fabien Olicard qui dit ça, qui dit 1 est mieux que 0. Ok, tu feras pas 10 parce que 10 c'est peut-être les meilleurs. Ok, tu pensais faire 5, mais aujourd'hui t'es fatigué, fais pas 0, fais 1. Et en faisant 1 tous les jours, en fait, on se réveille un matin, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, on est parmi les meilleurs d'une discipline. Mais c'est pas parce qu'un jour on a décidé d'être le meilleur et qu'on a mis des efforts démesurés. C'est parce qu'on a mis des petits efforts sur la durée, et c'est le principe de l'effet cumulé, des intérêts composés, etc. Et on peut accomplir des choses. C'est Tony Robbins. On sous-estime ce qu'on peut accomplir en 10 ans, on surestime ce qu'on peut accomplir en 1 an. Prends le temps, fais une petite chose à la fois, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Merci Jérémy. Baptiste, à toi de démarrer. Ouais, moi en un mot je dirais transcendantal, dans le sens où la conversation du coup s'est transcendée elle-même, on est vraiment allé en profondeur. En parlant d'un verre d'eau et de 2 bouteilles d'eau, on a réussi à partir sur un raisonnement de 20 minutes. Et rien que pour ça déjà je sens que la conversation avait quand même une belle profondeur. Transcendantal, profondeur, tu prends le mot que tu préfères.
Et au niveau du conseil que je donnerais, ce serait plus une question à se poser parce que j'ai une passion incroyable pour les questions. C'est quelle est la chose aujourd'hui que tu kifferais faire mais que tu ne t'autorises pas à faire? Je laisse le cerveau des personnes qui nous regardent fonctionner un petit peu avec ça. J'ai rien à ajouter de plus. Lionel, à toi de jouer. Alors moi le mot, je dirais tout simplement partage. C'était vraiment intéressant de partager, de connecter avec vous tous. Il y avait vraiment une belle énergie. Un conseil à donner, je dirais de faire simple. Parce que des fois, on se prend la tête pour se compliquer alors que tout est simple. Vraiment, de chercher la simplicité. Comment tu peux simplifier ton business, simplifier tout. Ça revient vraiment à une simplicité. Merci Lionel. Ok, ben moi aussi je vais terminer comme vous en donnant un mot effectivement à cette émission. C'est vrai que je dirais que cette émission, alors le côté transcendantal comme tu as dit Baptiste, je l'ai ressenti, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions comme je dis, c'est la 31e, donc je commence à ressentir un petit peu justement les différences. C'est vraiment ouais la profondeur, transcendance. Moi j'ai envie de dire allez, connexion, vraiment tous les quatre, et en même temps connexion, je dirais, mais à connecter avec le monde entier. Parce qu'on est tous les quatre, on connecte avec le monde entier. On le ressent effectivement, cette envie de connecter, je dirais, notre essence, notre énergie, avec toutes les personnes qui acceptent aussi de se connecter à nous pour faire des plus belles choses. Donc connexion, c'est effectivement le mot que je choisirais ce soir. Et je vais continuer sur le coup de pouce avec la connexion. N'aie pas peur d'aller te connecter avec des belles personnes qui font aussi des belles choses depuis un certain temps, parce que c'est l'une des choses qui généralement nous fait peur, d'aller se connecter avec des personnes qui font des petites choses sur des années et qui ont accompli, après derrière on dit une grande réussite ou succès selon la perception, etc., ce que tu disais. Mais c'est ça l'idée, c'est ose aller voir ces personnes et se connecter avec elles parce qu'elles vont t'apporter tellement de belles choses. Et je dirais que la plus belle des choses qu'elles vont t'apporter, c'est une énergie, un état d'esprit, pour ne pas s'arrêter dans les moments difficiles. Joli Baptiste, le pouvoir des questions. Lionel, big up, et Jérémy, fire. Merci Laurence pour tes commentaires. Bon, mais écoutez, copains, il est 20h03, donc maintenant on va terminer avec qu'est-ce qu'on dit à la place de cheese chez vous? Vous avez un autre mot pour faire les photos? C'est le mot de la fin, personne n'est préparé. Qu'est-ce qu'on dit chez vous à la place de cheese? Vous qui avez pas mal voyagé, Lionel, dans le pays de l'Est et en Estonie, on dit quoi à la place de cheese? Je n'en ai aucune idée. Dans les pays de l'Est, ils disent plus rien. Quand il y a vraiment l'appareil photo qui sort, c'est qu'ils sont déjà bourrés. Ah ben, on va dire à la polonaise ou à la russe. Tu connais, Jérémy? Nas de l'or. C'est pas pour prendre une photo, ça, c'est pour boire le vodka, ça. C'est Nazdarovia. C'est ça. À 3 les copains, c'est Nazdarovia. Allez, 3, 2, 1.